Le deuxième principe de la thermodynamique a pour objectif de permettre de prévoir qu'un phénomène chimique soit un mélange des deux. En fait, pour mettre en œuvre ce deuxième principe, on va devoir introduire une nouvelle fonction d'état, l'entropie. On verra ensuite que d'autres fonctions d'état peuvent découler de cette fonction initiale, l'entropie. Donc l'entropie, on va de suite rappeler que c'est une fonction d'état, c'est-à-dire que ces variations ne dépendent que du point de départ et du point d'arrivée, ou pour faire plus scientifique, de l'état initial et de l'état final du système. En fait, on va poser ds égale petit delta Q réversible sur T, ou encore delta S égale intégrale entre l'état initial et l'état final de petit delta Q réversible sur T. Donc sur une transformation irréversible, a priori, on ne pourra pas calculer directement delta S, puisque ds n'est pas égal à delta Q irréversible sur T. On devra donc, puisque c'est une fonction d'état, puisque l'entropie est une fonction d'état, on devra donc chercher un chemin réversible équivalent. Ici, j'ai mis un état I et un état F, pour initial et final. Je fais une transformation irréversible, et puis je vais mettre en œuvre une transformation réversible équivalente à la première. Et sur la transformation réversible, je pourrai calculer la variation entropie entre I et F. Et donc ici, je vais écrire que delta S égale S à l'état F moins S à l'état I égale intégrale entre l'état I et l'état F de delta Q petit delta Q réversible sur T. On peut également préciser qu'en termes physiques, l'entropie, c'est quelque part une mesure du désordre du système. C'est-à-dire que plus l'entropie est élevée, plus le désordre dans le système est grand. On va maintenant étudier l'évolution de l'entropie au cours de transformations. Ici, on va indiquer que lorsqu'un système subit une transformation, il peut échanger ou ne pas échanger de la chaleur, c'est-à-dire de l'entropie, avec l'extérieur. Dans tous les cas, la variation d'entropie du système sera la somme de deux termes. On l'écrit comme ceci, petit ds égale petit delta SE pour échanger, plus delta S, petit delta SI pour I pour interne, c'est-à-dire de créer au cours de la transformation. Et en fait, on va pouvoir écrire, donc petit delta SE, c'est l'entropie échangée. Ce que l'on pourra noter, c'est que petit delta SE, c'est la quantité de chaleur, c'est petit delta Q sur T, que la transformation soit réversible ou irréversible. Et ensuite, delta SI, ce sera de l'entropie créée à l'intérieur du système. Et là, on aura deux cas qui se présentent. Le premier cas, la transformation est réversible, auquel cas petit delta SE égale delta Q réversible sur T, c'est-à-dire égale ds directement. Et à ce moment-là, petit delta SI égale 0. Et si la transformation est irréversible, alors petit delta SI sera positif. On remarque donc que l'entropie est une grandeur qui ne se conserve pas, c'est-à-dire que l'entropie, il va s'en créer chaque fois qu'il se déroulera un phénomène irréversible. Donc l'entropie de l'univers, d'une manière générale, ne peut qu'augmenter. On peut maintenir l'entropie si on ne fait que des transformations réversibles, autrement on aura une augmentation de l'entropie. Et maintenant, donc, on va passer au calcul de delta S, de la variation entropie, sur quelques transformations. La première que je vous propose, c'est l'échauffement isobare d'un gaz. À ce moment-là, lors de l'échauffement d'un gaz, la quantité de chaleur échangée sur un tout petit échauffement s'exprime par petit delta Q égale NCP dt, dans lequel N c'est le nombre de moles de gaz, Cp c'est la capacité calorifique à pression constante du gaz, et dt une variation infinitésimale de température couplée à la quantité de chaleur petit delta Q. Et ce que la transformation soit ou non réversible.
Or, on va donc pouvoir dire que delta S du système égale l'intégrale entre TI et TF de n Cp dt sur T. C'est la primitive, c'est l'intégrale de delta Q sur T, c'est-à-dire n Cp dt sur T. Donc, si Cp est constante, l'intégrale sera facilitée. Cela nous ramènera à delta S du système égale nCp ln de Tf sur Ti. Et ce, que la transformation soit réversible ou irréversible, la variation entropie du système sera exprimée de cette façon-là. C'est-à-dire que la variation entropie du système ne dépendra pas du fait que la transformation est réversible ou irréversible. En revanche, la variation entropie de la source dépendra, elle, du caractère réversible ou irréversible de la transformation. On va donc maintenant s'intéresser à la variation entropie de la source, que je vais donc noter delta S, indice source. Si la transformation est réversible, à tout instant, on a T de la source égale T du système, c'est-à-dire qu'on a un système en équilibre interne, mais aussi un équilibre externe. T de la source égale T du système, c'est donc l'équilibre externe. Et ds de la source égale moins ncp dt sur T de la source, qui est égal à moins ncp dt sur T du système, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre T de la source et T du système, on mettra T tout simplement, et ds de la source sera moins ncp dt sur T. Et donc, il viendra delta S de la source égale en finale moins delta S du système. Je vous laisse lire l'intégration que j'ai effectuée, qui est extrêmement simple, bien entendu, à la condition que Cp soit une constante, ce qu'on avait supposé dans la diapo précédente. Et donc, la quantité entropie échangée est alors égale à la quantité d'entropie cédée par la source, delta S la source, et à la quantité d'entropie reçue par le système. Donc, on a bien ici conservation de l'entropie. En d'autres termes, il n'y a pas eu d'entropie créée. Delta S à la source plus delta S du système égale 0, ce qui est évident quand on regarde l'expression précédente. Delta S à la source égale moins delta S du système. Si la transformation est irréversible, à ce moment-là, on n'a plus T de la source égale à T du système, mais T de la source en permanence supérieur à T du système. Pour que le système s'échauffe, il faut qu'il soit en contact avec une source de chaleur qui est à une température plus élevée que le système lui-même. La quantité de chaleur que doit fournir la source, c'est toujours la même que précédemment, c'est-à-dire Q égale moins intégrale entre Ti et Tf de nCp dt sur T. Il vient, si on admet que T de la source est constante, ce qui est souvent le cas, que l'on va avoir le ds de la source qui est donc égal à moins ncp dt sur T de la source, et ou encore égal le delta S de la source, égale moins l'intégrale entre Ti et Tf de moins ncp dt sur T de la source, égale, donc si le Cp est constant toujours comme le T de la source est constant, moins ncp T de sur T de la source, l'intégrale entre Ti et Tf de dt, égale moins ncp Tf moins Ti sur T de la source. Ça, c'est le delta S de la source, comme on peut le voir ici. Maintenant, en valeur absolue, forcément, on aura delta S de la source, valeur absolue, inférieure à delta S du système. Il en résulte donc que delta S de la source plus delta S du système va être positive. Et donc, il y a eu création d'entropie. On va maintenant parler d'un mélange de deux gaz initialement à la même température. Ici, nous avons donc une enceinte. La paroi extérieure est adiabatique et rigide, donc indéformable, c'est-à-dire que le volume total ne va pas varier lorsqu'on va supprimer la cloison entre les deux. Donc le volume, c'est V1 à gauche, V2 à droite.
le volume lorsqu'on va les mélanger, ce sera V1 plus V2, comme ceci. On a par ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que pour calculer le delta S de ce système, on va calculer le delta S de chaque gaz en considérant qu'il subit une détente isotherme et réversible. Alors on voit bien que cette transformation que je vous ai décrite ici de mélange des deux gaz quand on supprime la paroi du milieu n'est pas une transformation réversible, mais pour le système ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais calculer la variation entropie sur une transformation réversible équivalente, c'est-à-dire que je dis le gaz 1 va passer de P1 V1 NE1 à P'1 V1 plus V2 NE1 toujours, et que pour le gaz 2, il va passer de P2 V2 à P'2 V2 V1 plus V2 et N2 qui va être le même. Et donc ici, chacun des deux gaz va subir une variation de volume et de pression. En revanche, puisque les deux gaz étaient initialement à la même température, la température du mélange va rester constante. Donc on a bien affaire à une transformation isotherme. Donc pour le gaz 1, nous avons N1, P1, V1, T. À l'arrivée NE1, P'1 inférieur à P1, V'1 qui est égal à V1 plus V2, donc supérieur à V1, et T. Et pour la loi de Joule, va nous donner DU égale delta Q moins P, petit delta Q moins P extérieur dV égale 0. On a vu la loi de Joule. Si on est à température constante, la variation d'énergie interne sera égale à 0. Ce qui revient à dire delta Q égale P extérieur dV égale PdV, puisque la transformation est irréversible, le P extérieur est égal à P, égale N1RT dV sur V. Et donc, ds qui est égal à petit delta Q réversible sur T, égale donc moins P dV sur V sur T, égale donc N1R dV sur V. Vous voyez que le T a été simplifié comme par rapport à l'expression du dessus. Et en intégrant, il va donc venir delta S1 égale N1R, ln de V1 plus V2 sur V1. On voit bien que on fait le log de quelque chose qui est supérieur à 1, donc c'est positif, comme ceci. Le même raisonnement sur le gaz 2 nous conduira à delta S2 égale N2R, ln de V1 plus V2 sur V2, qui est lui aussi positif, puisque dans le log, le numérateur est supérieur au dénominateur, donc on a bien quelque chose de positif. Et pour le système global, on a donc ici effectivement delta S du système égale la somme de deux termes positifs, c'est donc un terme positif. Et donc on a bien création d'entropie, puisque le système est isolé, la paroi dont je vous ai précisé qu'elle était rigide et adiabatique, donc elle ne permettait pas d'échange de chaleur, le système est isolé, il ne peut donc pas recevoir d'entropie de l'extérieur. On va maintenant passer au troisième principe de la thermodynamique, ce troisième principe qui nous permettra de définir une notion importante, c'est l'entropie absolue. Eh bien, l'énoncé du troisième principe est assez simple. On dit qu'à 0 Kelvin, l'entropie absolue de tous les composés est nulle. Et pour justifier cela, on a vu que l'entropie, c'était synonyme de désordre et qu'il y a des mouvements, puisqu'on y est, mais on sait qu'à 0 Kelvin, les mouvements sont totalement arrêtés et donc effectivement pas de mouvement, ça veut dire pas de désordre, ça veut dire entropie égale à 0. Ce que je vous ai noté là, à 0 Kelvin, il n'y a sûrement aucun mouvement dans la matière. Ce troisième principe va nous permettre d'exprimer l'entropie absolue que l'on notera S de tous les composés. Et pour illustrer cela, je vais prendre comme ceci, je me place, vous voyez, en ordonnée, je mets l'entropie pour une mole d'un composé quelconque.
donc, ici, le composé A, on va dire, eh bien, l'entropie absolue sera en joules par mol et par Kelvin, joule mol moins 1, Kelvin moins 1, puisque on a dit c'est une quantité de chaleur en joules. Comme je veux me rapporter à une mol de composé, ça nous fera des mol moins 1, et l'entropie est divisée par T en Kelvin, donc ça nous fait bien des Kelvin moins 1. Et en abscisse, on mettra la température en Kelvin. Alors à 0, eh bien, en dernière précision, la pression est constante. Eh bien, à 0, on aura l'entropie absolue du composé A qui est égale à 0. Si on échauffe le solide, puisque à 0 Kelvin et quand on démarre à partir de là, on va avoir du solide, et bien ce solide va avoir sa température augmenter jusqu'à atteindre la température de fusion du solide. Ici, donc, cette première étape, c'est l'échauffement isobare du solide, d'une mole de ce solide jusqu'à la température de fusion. Eh bien, l'expression de cette variation d'entropie, ça va être delta S1 intégrale entre 0 et température de fusion. Alors on est bien d'accord que le 0, ça suppose une petite manipulation mathématique dans le détail de laquelle je ne rentrerai pas parce que ce n'est pas un cours de maths et que je ne suis pas certain de pouvoir l'expliquer de façon tout à fait claire. Mais on dira que grâce aux matheux et aux physiciens particulièrement calés en maths, on peut faire cette intégrale malgré ce zéro qui peut nous inquiéter un petit peu. Et donc le delta S1, la variation entropie au cours de cette première étape, ça va être delta S1 égale l'intégrale de Cp du solide dt sur T. Ensuite, on va passer dans l'étape 2 à la fusion à température constante. On a déjà vu que si la pression est constante, les changements d'état s'effectuent à température constante et que là, donc, il n'y a qu'une variation d'entropie qui est facile à établir. La variation d'entropie au cours de l'étape 2, ça va être delta S2 égale chaleur latente de fusion divisé par la température de fusion. Les deux choses étant constantes, le delta S2 est facilement calculable. Ensuite, on va passer à l'étape 3, qui va être l'échauffement isobare du liquide jusqu'à la température de vaporisation. Et là, pareil, c'est une variation de température. Donc, on va avoir la variation d'entropie, delta S3, qui est égale à l'intégrale entre la température de fusion et la température de vaporisation de Cp du liquide, dt sur T. Ici, maintenant, l'étape 4, ça va donc être la vaporisation à température constante, toujours, puisqu'on est à pression constante, et le delta S4 est facile à exprimer, ce sera la chaleur latente de vaporisation divisée par la température de vaporisation. Enfin, l'étape 5, ça va être l'échauffement isobare du gaz, et là aussi, on va atteindre une température T à laquelle on décidera d'arrêter, mais donc ici, on va dire que le delta S5, c'est l'intégrale entre la température de vaporisation et la température T à laquelle on décide de s'arrêter, de Cp du gaz, dt sur T. Ici, maintenant, on sait calculer ces variations d'entropie avec les expressions que je vous ai données ici, avec toujours la petite restriction du delta S1, mais on suppose le problème mathématiquement réglé. Et bien maintenant, si je me place à la température T1, je vois que je suis dans la zone où j'ai du solide, et je vais pouvoir maintenant dire que à la température T1, l'entropie absolue du composé A, pour une mole de composé A, c'est SE1, joule par mol moins 1, Kelvin moins 1. Si maintenant je me place à la température T2, qui est en fait la température de vaporisation du composé A, eh bien j'aurai deux réponses. Soit je suis à T2, T de vaporisation, mais dans la phase liquide, auquel cas j'ai S2 liquide à la température T2, et si je me place à
la température T2 mais dans la phase gaz, eh bien je vais avoir S'2 qui sera forcément plus élevé que S2. S2 ce sera pour la température de vaporisation à la pression donnée du liquide. S'2 sera l'entropie absolue du composé A à la température T2 mais dans l'état gazeux. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse nous le plus, c'est l'entropie d'une réaction chimique. Et on va commencer par faire le calcul de l'entropie d'une réaction. Eh bien, pour calculer delta RS, on peut, par exemple, utiliser les entropies absolues. Si j'écris alpha plus bêta B donne gamma C plus delta D, je vais avoir delta RS égale gamma SC plus delta SD moins alpha SEA moins bêta SB, dans laquelle SEA, SB, SC et SD sont les entropies absolues des composés A, B, C et D à la température et à la pression considérées. Mais on peut aussi utiliser les entropies de formation. Par exemple, dans la réaction CO plus H2O gaz, l'ensemble est à l'état de gaz donne CO2 plus H2, eh bien je vais pouvoir écrire que delta RS égale l'entropie absolue de S de CO2 plus l'entropie absolue de H2 moins l'entropie absolue de CO moins l'entropie absolue de H2O, tout cela pris dans les conditions de température et de pression de la réaction, ou bien écrire la même chose, mais au lieu d'écrire les entropies absolues, je pourrais utiliser les entropies de formation. L'entropie de formation d'un composé, c'est la variation entropie qui accompagne la formation d'une mole de ce composé avec telle qu'on a défini la réaction de formation auparavant. Avec delta S, l'entropie de formation de H2 qui est égale à 0, puisque pour établir l'entropie de formation de H2, je vais étudier la réaction. H2 gaz donne H2 gaz, et forcément c'est une non-réaction, donc une variation d'entropie égale à 0. On va faire deux remarques ici. La première, c'est le signe de delta RS. En fait, l'entropie étant une mesure de désordre, delta RS sera négative si la réaction consomme plus de gaz qu'elle n'en produit et positive dans le cas contraire. En effet, on sait que l'état le plus désordonné, c'est l'état gazeux. Si donc on voit du gaz disparaître en quantité, eh bien, on supprimera du désordre. Si en revanche on voit du gaz apparaître, on créera du désordre. Et donc, lorsque la réaction ne consomme ni ne produit, consomme les mêmes quantités de gaz que ce qu'elle produit, et bien à ce moment-là, l'entropie de la réaction sera voisine de 0. Ce que je vous ai mis ici, si delta Rn gaz égale 0, alors on ne peut pas dire que ce sera légèrement positif, légèrement négatif, mais ce sera voisin de 0. Alors que si on consomme du gaz, ce sera franchement négatif, et si on produit du gaz, ce sera franchement positif. Et remarque 2, valeur standard. Très souvent, en fait, les valeurs de l'entropie absolue seront affectées d'un indice qu'on pourrait être tenté de dire degré, le petit 0 en haut, comme ça, en exposant. Cela signifie standard, c'est-à-dire déterminé sous la pression standard. Et la pression standard, je vous le rappelle, c'est P0, comme ceci, égale 1 bar. Influence de la température sur delta RS. En fait, ici, on va construire un cycle. Vous voyez, je me place à T et P, je fais la réaction alpha plus bêta B donne gamma C plus delta D avec delta RS pour cette réaction. J'écris la même réaction à la même pression mais à une température différente. Et ici, je vais faire l'hypothèse que ni A, ni B, ni C, ni D ne changent d'état entre la température T et la température T'. Ça veut dire que si A est gazeux à T, il est gazeux à T'. Si B est solide à T, il est aussi solide à T'. Hein, on est bien d'accord, c'est chaque composé qui garde le même état dans les aux deux températures. Je vais ensuite faire un cycle. J'ai mis delta SE1 et delta SE2. Vous voyez ce que j'ai fait. Eh bien, je vais me rappeler que delta S, que S est une fonction d'état, donc la variation
delta RS ne dépend pas du chemin suivi et que donc delta RS égale delta RS' plus delta SE1 plus delta SE2 comme ceci. Delta SE1, qu'est-ce qu'on fait sur delta SE1? On passe alpha mol de A et bêta mol de B de la température T à la température T' sous la pression P. Donc cela revient à dire qu'on va avoir le petit delta Q égale alpha CPA plus bêta CPB, le tout entre parenthèses dt, ça c'est le petit delta. Je fais l'hypothèse que la transformation est réversible pour pouvoir appliquer ds égale delta Q réversible sur T, et donc j'ai comme ceci finalement delta S1 égale intégrale entre T et T' de alpha CPA plus bêta CPB dt sur T, comme ceci. Et pour delta S2, eh bien je vais, vous voyez, cette fois-ci je passe de T' à T, donc j'intègre entre T' et T, comme ceci, et donc je sais que si j'inverse les bornes de l'intégrale, eh bien je dois inverser le signe, c'est-à-dire que je vais pouvoir écrire delta S2 égale moins intégrale entre T et T' de gamma Cp de C plus delta Cp de D dt sur T. Et donc, avec ceci, je vais pouvoir écrire tout simplement delta RS à T' égale delta RS à T plus intégrale entre T et T' de, alors vous voyez, j'ai écrit delta R Cp dt sur T, le delta R Cp, c'est donc gamma Cp de C plus delta Cp de D, moins alpha Cp de A moins bêta Cp de B, comme ceci. Et pour terminer cette première partie, on va introduire deux nouvelles fonctions d'état qui découlent, qui utilisent l'entropie comme outil. Le critère d'évolution du système, on a dit, c'est la création d'entropie. Et donc, on doit poser delta S du système plus delta S de l'extérieur positif pour avoir une transformation irréversible. Et bien entendu, pour pouvoir poser cette inégalité, on est amené à calculer la variation d'entropie du système et, vous voyez, je l'ai mis en gros, celle de l'extérieur. On devra faire deux calculs. Ce n'est pas toujours le plus commode quand on peut, si on pouvait se dispenser d'en faire qu'un au lieu d'en faire deux, ça nous arrangerait bien. Et bien, pour éviter ce double travail, on va définir deux nouvelles fonctions, l'enthalpie libre, posé G égale H moins TS, et l'énergie libre, posée égale à F égale U moins TS. Et on va maintenant passer à l'expression différentielle de G. dG égale dH moins D de TS égale donc dH moins TDS moins S dt. Simplifiable au cas par cas, si P, V ou T est constante, et si la transformation est réversible ou irréversible. Mais si elle est réversible, on a P extérieur égale P et petit delta Q égale TDS, puisque par définition, delta Q réversible sur T égale DS, donc delta Q réversible égale TDS. Donc pour une transformation réversible, on a ceci. Mais DH, en fait, c'est DU plus PDV plus VDP. On avait H égale U plus PV, donc DH égale DU plus PDV plus VDP. DU, c'est petit delta Q moins P extérieur DV, mais j'ai le PDV et le VDP qui sont là, comme ceci. Vous voyez que ce qui est en rouge va pouvoir se simplifier, donc cela nous amène à des DG égale VDP moins SDT, comme vous le voyez ici, dG égale VDP moins SDT. Vous voyez ce que j'ai fait. J'ai ramené le DH égale donc delta Q plus PDV, delta Q plus VDP. De l'autre côté, delta Q c'est TDS, donc TDS moins TDS, ça nous fait 0, et il nous vient VDP moins SDT. Vous pouvez faire un arrêt sur image et vérifier que la formule est correcte, il n'y a pas de souci. On va faire la même chose avec l'expression différentielle de F. dF égale du moins d de ts égale du moins tds moins s dt. dF égale delta Q
moins P extérieur dV moins TdS moins S dt. Et si la transformation est irréversible, on pourra faire dV égale 0 ou dt égale 0. Mais si elle est réversible, alors on a P extérieur égale P, donc comme ceci, et delta Q égale TdS. Et donc avec ceci, on est rendu à finalement dF égale moins PdV moins S dt. Voilà donc les deux expressions différentielles dG et dF comme ceci. Et maintenant, on va passer à la variation de G lors de la détente isotherme d'un gaz parfait. Vous voyez, je suis ici, j'ai PI, NVIT, et je passe à PF, NVFT, même température. VF est plus grand que VI, donc PF sera plus faible que PI, en raison de la loi des gaz parfaits. Comme G est une fonction d'état, on va pouvoir calculer delta G sur la transformation réversible équivalente. Que la transformation qui est là soit réversible ou pas, on va faire le calcul de delta G sur la transformation réversible équivalente. dG égale VdP moins SdT égale VdP, puisqu'on est sur une isotherme. Donc SdT égale 0. Si le gaz est parfait, PV égale nRT et V égale nRT sur P, ce qui revient à dire que dG égale nRT dP sur P et delta G égale intégrale entre PI et PF de nRT dP sur P égale nRT ln de PF sur PI. On va terminer cette première partie avec l'application aux réactions chimiques. Ce sont des transformations qui se déroulent à température constante. Et on a vu ds égale delta S échangé plus delta SI créé, le delta SI étant l'entropie créée, ou delta Q réversible égale delta Q irréversible sur T, ça c'est la quantité d'entropie échangée au cours du phénomène d'un phénomène irréversible, plus delta SI, ce qui revient à dire, comme delta SI égale supérieur à 0, il vient delta Q réversible forcément supérieur à delta Q irréversible. Donc la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation isotherme est maximale si la transformation est réversible. Ceci qu'on soit dans le cadre d'une réaction chimique ou d'une transformation purement physique, ça c'est toujours vrai. Mais si la réaction est isochore, alors on va utiliser F. On a F égale, comme on l'a vu précédemment, dF égale delta Q moins TdS, car dV égale 0 et dt égale 0. Et donc, à ce moment-là, ds égale delta Q réversible sur T, ce qui nous amène à dF égale delta Q moins delta Q réversible. Comme delta Q réversible est plus grand que delta Q irréversible, donc si la transformation est réversible, dF égale 0, le système est à l'équilibre. Si elle est irréversible, dF est négatif, la réaction aura lieu. Et donc, la conclusion importante de ce paragraphe, c'est de dire que les réactions chimiques à volume constant vont se dérouler spontanément de manière à minimiser F. Si la transformation est irréversible, ça implique que dF est négatif, et donc on va le généraliser, on va toujours dire, si dF est négatif, s'il y a donc diminution de l'énergie libre du système, alors la transformation est irréversible, c'est-à-dire elle est spontanée. Spontanée et irréversible étant deux façons équivalentes en thermodynamique de dire les choses. Si la réaction est isobare, on utilisera G. On a vu que G égale H moins TS égale U plus PV moins TS. Et donc dG égale, donc vous voyez DU c'est petit delta Q moins P extérieur dV plus PdV plus VdP moins TdS moins SdT. P égale constante égale P extérieur égale P, donc moins P extérieur dV plus PdV égale 0, et que par ailleurs dP égale 0 et dt égale 0, cela, ils viennent donc dG égale petit delta Q moins TdS
par définition, TdS, c'est égal à delta Q réversible. Donc dG égale delta Q moins delta Q réversible. Si donc dG est négatif, on a affaire à une réaction irréversible, donc qui aura lieu. Et si dG égale 0, le système est à l'équilibre, il n'y a pas de réaction. Et donc ici, encore une fois, les réactions chimiques à P constante se déroulent spontanément de manière à minimiser G. On va maintenant passer à l'expression de delta RG pour une réaction chimique. G égale H moins TS, dG égale DH moins TdS moins S dt. Pour une réaction chimique, la température est constante. Il nous reste donc dG égale DH moins TdS. Et en divisant par dxi, dG sur dxi égale DH sur dxi moins T ds sur dxi. Or, on a vu que dx sur dxi, c'est delta Rx. Donc ici, on va pouvoir poser delta Rg, c'est-à-dire dg sur dxi, égale delta Rh, c'est-à-dire dh sur dxi, moins T delta Res, c'est-à-dire ds sur dxi. Ou encore delta Rg0 égale delta Rh0 moins T delta Rs0 si on est dans les conditions standards. Et on a vu dans le cadre du chapitre sur le premier principe comment calculer les delta RH0. Pour calculer les delta RS0, si on étudie la réaction alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D, on va écrire delta RS0 égale gamma entropie absolue standard de C plus delta entropie absolue standard de D moins alpha entropie absolue standard de A moins bêta entropie absolue standard de B. Et on va terminer cette partie en faisant une étude thermodynamique des réactions chimiques. L'objectif est de prévoir quelles réactions auront lieu et dans quel sens. Et pour cela, on sait que delta Rg égale 0, le système est à l'équilibre. Delta Rg négatif, la réaction a spontanément lieu dans le sens direct. Expression de delta Rg pour une réaction entre gaz. Ici, vous voyez, j'ai mis tous les composés donc avec l'indice 2. Ici, je mets avec l'indice 1. Et là, je mets les corps simples constitutifs pris dans leur état le plus stable. Et ici, je mets de nouveau les composés avec l'indice 1. Et là, je mets delta G2 comme ceci. Donc, delta G1, delta G2, delta G3 et delta G4. Et donc ici, si les 1, c'est les gaz sont à température T et à P0. Et l'indice 2, ça signifie que les gaz sont à T et à la pression observée au cours de la réaction. On est donc bien d'accord ici. Ce que j'ai fait, j'ai écrit la réaction qui se déroule à la température T et à la pression P, que je ne connais pas. Je passe par l'intermédiaire T et pression standard, et je passe par les corps simples constitutifs pris dans leur état le plus stable. Ici, donc, ce que je vais faire, c'est écrire que delta G1 plus delta G2 plus delta RG plus delta G3 plus delta G4 égale 0, ou ce qui revient au même, delta RG égale moins delta G1 entre parenthèses plus delta G2 plus delta G3 plus delta G4, et delta G1 et delta G4 font intervenir les composés à l'état standard. Ici, vous voyez, si vous reprenez le cycle, j'y reviens une petite seconde, voilà, vous voyez ce que j'ai fait, delta G1, je suis passé des corps simples constitutifs de alpha mol de A et bêta mol de B à alpha mol de A et bêta mol de B, c'est-à-dire que j'ai écrit alpha fois la réaction de formation de A et bêta fois la réaction de formation de B, donc delta G1, c'est alpha delta F G de A plus bêta delta F G de B. De la même manière, G4, c'est la réaction inverse, c'est-à-dire que je suis parti de gamma mol de C à l'état standard à température T sous P0, delta mol de D à température T sous P0, et j'ai fabriqué
les corps simples constitutifs, donc j'ai cassé les molécules. Donc ici, la réaction, ça va être moins gamma delta F, delta FG de C, moins delta FG de D. Et ici, donc voilà, comme ceci, et comme ceci, vous voyez bien. Et donc ici maintenant, moins delta G1, moins delta G4, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai mis, j'avais le signe moins, donc j'ai pu inverser. Ce qui se rapporte à C et D sera en positif. Ce qui se rapporte à A et B sera en négatif. Et ceci, donc, eh bien, ça va être, donc, vous vous rappelez que dans la diapo précédente, on a établi ceci. Sur delta G2 et delta G3, on fait passer les gaz de P0 à P dans la réaction à température constante. Donc delta G2 égale VA intégrale entre P0 et PA de VA dP plus intégrale entre P0 et PB de VB dP. Et delta G3, c'est entre PC et P0. Si on avait le cycle, vous pourrez revenir en arrière et regarder ce cycle comme ceci. Donc cela nous fait que moins delta G2 plus delta G3 entre parenthèses égale RT ln de PC gamma PD delta sur PA alpha PB bêta. Alors tout cela, je vais le reprendre dans la diapo suivante. Vous voyez que moins delta G1 moins delta G4 moins delta G2 moins delta G3 et j'ai donc l'ensemble des expressions. On finalise le développement de cette expression. Donc ici, je vous rappelle que j'avais mis moins delta G1 moins delta G4 égale ceci, que moins delta G2 moins delta G3 ou moins delta G1 plus delta G2 moins delta G2 plus delta G3 entre parenthèses égale RT ln comme vous pouvez le lire. Et donc tout ceci nous amène à delta RG égale delta RG0. En fait, vous voyez ce que j'ai écrit, ce que j'ai appelé delta RG0. Vous voyez, c'est moins delta G1 moins delta G4. Vous voyez, c'est l'enthalpie libre de formation de gamma mol de C plus delta mol de D, moins l'enthalpie libre de formation de alpha mol de A moins bêta mol de et bêta mol de B, comme ceci. Et donc ici, je vais pouvoir écrire delta RG égale delta RG0 plus RT ln de Q en posant Q égale PC à la puissance gamma, PD à la puissance delta sur PA à la puissance alpha, PB à la puissance bêta. Q, c'est le quotient réactionnel pour la réaction. Et je vous propose de faire quelques petits commentaires à propos de l'expression delta RG égale delta RG0 plus RT ln de Q. La réaction, on le sait, a lieu si delta RG est négatif, c'est-à-dire si delta RG0 est inférieur à moins RT ln de Q ou encore RT ln de 1 sur Q. Moins RT ln de Q égale RT ln de 1 sur Q, comme vous le savez. Et Q, c'est ceci. Donc cela revient à dire qu'on constate que lorsque la réaction se déroule dans le sens direct, alpha A plus bêta B donne gamma C plus delta D, du A et du B sont consommés et du C et du D sont produits. Ce qui revient à dire que 1 sur Q va diminuer. Q augmente, puisque si on fabrique du C et du D, PC et PD augmentent, et si on consomme du A et du B, PA et PB diminuent. Vous voyez bien que Q augmente dans ce cas-là, et que donc 1 sur Q diminue. Et il arrive ainsi un moment où delta RG0 égale RT ln de 1 sur Q. Et delta RG égale 0, le système est à l'équilibre. La valeur de Q à l'équilibre est la constante équilibre et delta RG0 égale moins RT ln de K, où K égale exponentielle de moins delta RG0 sur RT, les deux expressions étant parfaitement équivalentes. Et on peut également reprendre l'expression delta RG égale delta RG0 plus RT ln de Q, avec Q, la valeur de Q qui est rappelée, et en réarrangeant, on va arriver à delta RG, vous voyez, j'ai tout réarrangé comme ceci,
hein, j'ai mis tous les éléments, tous les termes en C, tous les termes en D, tous les termes en A et tous les termes en B, avec le coefficient correspondant, gamma pour C, delta pour D, alpha pour A et bêta pour B. Mais alors là aussi, je vous propose de faire un arrêt sur image puis de reprendre cela calmement, dans laquelle PI égale en réalité PI sur P0, c'est-à-dire que quand j'écris PA, en fait j'écris PA sur P0, donc le PA est sans unité, ln de PA c'est ln d'un nombre sans unité, même chose pour PB, PC et PD, bien entendu. Et donc si je pose MUI égale delta F G0I plus RT ln de PI, vous voyez que je vais pouvoir poser delta RG égale gamma mu C plus delta mu D moins alpha mu A moins bêta mu B. Mu I, ça va être le potentiel chimique du composé I dans le mélange et le système va évoluer de manière à minimiser mu du système. Expression du potentiel chimique d'un composé en fonction de son état et d'autres paramètres. On a vu que pour un gaz, l'état standard est le gaz parfait sous la pression de 1 bar et T qui reste à préciser. Mu du gaz égale mu0 du gaz à T plus RT ln de P sur P0, que l'on écrit souvent RT ln de P parce qu'on sait que c'est P sur P0. Pour un composé condensé, la référence est le corps pur sous P0 et toujours T à préciser. S'il est dans un mélange homogène, le composé condensé, on aura mu condensé égale mu0 condensé à T plus RT ln de X, X étant la fraction molaire du composé condensé dans le mélange. Si le composé n'est miscible à rien, dans ce cas-là, il sera seul dans sa phase et mu condensé égale mu0 condensé à la température T. Pour un soluté, l'état de référence, c'est C0 égale 1 mol par litre. Le solvant est T devant être précisé. Mu du soluté égale mu0 à T et solvant précisé, plus RT, alors c'est RT ln de C sur C0. C'est pas PT, c'est RT. Je vous demanderai donc de corriger cette coquille qui m'a échappé quand j'ai relu le diaporama. Pourtant, je croyais l'avoir relu avec beaucoup d'attention. Et donc, on peut résumer en indiquant que mu égale mu0 plus RT ln de A. Vous voyez ici, le RT a été corrigé. Il n'y a pas PT, mais RT. C'est donc bien RT et pas le PT de la première formule. Dans laquelle A, c'est l'activité, elle est sans unité, comme vous le savez, et A égale 1 pour un corps pur condensé, A égale P sur P0 pour un gaz, A égale X pour un composé dans un mélange, et A égale C sur C0 pour un soluté. Expression de delta RG pour une réaction quelconque. Dans la réaction petit a plus petit bb donne petit c, c plus petit dd. On a delta RG égale c mu g plus d mu d moins a mu a moins b mu b. J'ai développé tout ceci, donc j'ai remplacé mu c par mu 0c plus RT ln de l'activité de C. J'ai fait la même chose pour tous les autres. Et donc delta RG égale donc, vous voyez, j'ai regroupé tous les potentiels chimiques standards et j'ai gardé RT ln de activité de C à la puissance C, que multiplie activité de D à la puissance D sur activité de A à la puissance A, activité de B à la puissance B. La réaction a lieu si delta RG est négatif, avec toujours pareil Q qui est la combinaison des activités, qui est le quotient réactionnel, qui va évoluer jusqu'à avoir delta RG égale 0. Et lorsque c'est le cas, Q égale K. On va prendre maintenant des composés condensés avec des gaz. Ici, vous voyez, j'ai mis deux gaz A et C et deux solides, B et D. Dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir mu A égale mu 0A plus RT ln de PA sur P0, mu C égale mu 0C sur plus RT ln de PC sur P0, mu B égale mu 0B, mu D égale mu 0D, en faisant l'hypothèse que je n'ai pas précisé là, que B et D constituent chacun une phase que les solides B et D ne se mélangent pas, ne sont pas miscibles.
Et donc, delta RG égale donc finalement le delta mu 0, delta R mu 0 plus RT ln de PC à la puissance C sur PA à la puissance A. Avec PC et PA en barre, parce qu'en fait, c'est PC sur P0 et PA sur P0, c'est la valeur numérique comme ceci, et delta RG égale delta RG0 plus RT ln de Q, avec Q égale PC sur PA, donc je ne vais pas répéter ce que je viens de vous raconter il y a 25 secondes. Et on définit delta Rn de gaz, qui dans ce cas vaut C-A, et représente la variation de la quantité de gaz au cours de la réaction. On est bien d'accord, il y avait A mol de gaz au début, à la fin il y a C mol de gaz, donc C-A, c'est la variation du nombre de moles de gaz. S'il y a eu plus de gaz, si C est plus grand que A, il y a eu création de gaz. Si A est plus grand que C, il y a eu consommation de gaz globalement. Et si A égale C, il y a eu maintien de la quantité de gaz. Le gaz a changé de nature, mais la quantité est maintenue. Et si maintenant on prend des réactions en solution, on a AA plus BB. Alors le composé B est supposé solide, insoluble. Donc comme ceci, tous les autres sont des solutés. Donc ce que je vous dis là, on se place en l'hypothèse où tous les composés sont solubles, sauf B qui est solide. À ce moment-là, on a la même chose que précédemment, mais les activités, cette fois-ci, ce sera les concentrations divisées par C0, ce sont des moles par litre. La valeur numérique, c'est la valeur numérique à la concentration en moles par litre, mais ce sont des grandeurs sans unité, comme on a déjà eu l'occasion de le voir. Donc ici, c'est... Alors, juste une petite chose, c'est C mu 0 de C plus D mu 0 de D. Là, ici, effectivement, j'ai eu des lettres grecques qui sont arrivées, je vous prie de m'en excuser. Et maintenant, prévision du sens de déroulement d'une réaction. Si on a cette réaction, delta RG égale delta RG0 plus RT ln de Q, avec Q égale le rapport des activités, comme vous l'avez là. Xi sera vu dans le sens direct. Selon le mélange initial, c'est-à-dire la valeur de Q, on aura trois possibilités. Delta RG négatif, la réaction va dans le sens direct, dxi positif. Delta RG égale 0, le système est à l'équilibre, dxi égale 0, on n'aura pas de déroulement de la réaction, et Q égale K. Delta RG positif, la réaction va dans le sens dxi négatif, c'est-à-dire le sens inverse de celui où elle est écrite. C'est dxi négatif, ça veut dire qu'on va faire CC plus DD donne AA plus BB. On peut faire un schéma qui représente l'évolution de G du système en fonction de la composition. Vous voyez ici, G du système, l'abondance des produits est de 100% quand on est à droite et de 0% quand on est à gauche. Ici, je vous trace une courbe qui indique dans quel sens la réaction va se dérouler. Ici, si je suis plutôt du côté gauche, je vais avoir delta RG négatif, c'est-à-dire que la réaction, vous voyez, j'ai mis la petite flèche ici pour indiquer que la réaction va se dérouler dans ce sens-là. Si delta RG est positif, alors la réaction va se dérouler dans l'autre sens, vous avez vu la petite flèche. Et si je me situe au point le plus bas, on a le mélange équilibré, le système n'évolue pas, il n'y a pas de réaction chimique lorsqu'on est au point le plus bas de cette courbe. Méthode de calcul de delta RG0 à partir des valeurs tabulées. Pour une réaction chimique, dG égale dH moins TdS. En divisant par dxi, comme on l'a vu, delta RG égale delta RH moins T delta RS. Dans les conditions standards, delta RG0 égale delta RH0 moins T delta RS0. Delta RH0, on a vu dans le cadre du premier principe que ça peut être calculé expérimentalement, qu'on peut également utiliser les deltas, les enthalpies de formation, ou encore les énergies de liaison. On a vu tout cela. Si vous avez un doute, vous pouvez retourner sur le chapitre, sur le premier principe, des enthalpies. On a appris à les calculer dans le chapitre sur le premier principe. Delta RS0 peut être calculé
à partir de S0, comme ceci. Delta R S0 égale sigma de nu SI0, avec nu qui sera positif pour un produit, négatif pour un réactif, nu positif pour un produit et négatif pour un réactif, et évolution de delta R G0 avec T. On n'a pas d'expression directe delta R G0 avec T, il faut faire deux calculs. Delta R H0 à T' égale delta R H0 à T plus intégrale entre T et T' de delta R Cp dt. Ça, on l'a vu dans le cadre du premier principe, donc je n'y reviens pas plus. Et en fait, une méthode assez simple, une analogie tout à fait simple permet d'établir que delta R S0 à T' égale delta R S0 à T plus intégrale entre T et T' de delta RCP dt sur T. Dans le cas où les composés ne changent pas d'état entre T et T', sinon il faut rajouter les étapes de changement d'état. Et pour finir, delta RG à T' égale delta RH0 à T' moins T' delta RS0 à T'. On va maintenant parler de quelque chose que les mathématiciens, enfin, les gens n'aiment pas forcément beaucoup, c'est l'approximation des lingam, c'est-à-dire on va trouver une méthode pour simplifier les calculs. Alors les gens aiment bien les simplifications de calcul, mais sont quelquefois embarrassés par cette notion d'approximation. En fait, l'approximation des lingam fait l'hypothèse que delta R Cp égale 0. Alors si on revient juste l'étage au-dessus, vous voyez que si delta R Cp égale 0, cela veut dire que delta RH 0 à T' égale delta RH 0 à T et que delta RS 0 à T' égale delta RS 0 à T, comme ceci. Et donc ici, delta RG0 à T' égale delta RH0, indépendant de la température, moins T' delta RS0. Ici, la seule variable, c'est T. Ici, vous voyez que la pente de la droite est moins delta RS0. On est bien d'accord, c'est de la forme y égale ax plus b. Donc, en fait, ici, c'est y égale a moins bx, si vous préférez. Donc, la pente, c'est moins delta RS0. Et donc, l'ordonnée à l'origine, ça va être delta RH0. Quand t égale 0, on a bien ceci. Et donc, la droite violette a une pente positive, c'est-à-dire un delta RS0 négatif, et la droite verte a une pente négative, c'est-à-dire un delta RS0 positif. On se souvient que le signe de delta RS est positif s'il y a création de gaz, et négatif dans le cas contraire. Si la quantité de gaz ne varie pas au cours de la réaction, delta RS est pratiquement nul. On peut aussi calculer delta RG0 à partir de la valeur de K. On a vu ceci. On a vu qu'à l'équilibre, moins delta RG0 égale delta RG0 égale delta RG égale delta RG0 plus RT ln de K égale 0, c'est-à-dire que delta RG0 égale moins RT ln de K. Paramètres affectant la valeur de K, ce sont ceux qui interviennent sur mu0. Pour les gaz, seul T intervient. K ne peut varier qu'avec T pour une réaction où on n'a que des gaz. Pour les composés condensés, seul T intervient. K ne varie pas, ne varie qu'avec T. Et pour des solutés, mu0 varie avec T et avec le solvant. La constante d'une réaction en solution varie avec T et avec le solvant utilisé, bien entendu. Variation de K avec T. On a déjà vu delta RG0 égale delta RH0 moins T delta RS0 égale moins RT ln de K, où ln de K égale moins delta RG0 sur RT égale moins delta RH0 sur RT moins delta RS0 sur R, et donc D de ln de K sur dt égale D de delta RH0 sur RT le tout sur dt, divisé par d de delta RS0 sur R, le tout sur dt, et donc le deuxième terme est forcément nul, puisque delta RS0 est supposé indépendant de la température, et R bien entendu aussi, donc il nous reste donc delta RH0
à t' égale delta RH0 à t plus intégrale entre t et t' de delta R Cp dt, et il vient d de delta RH0 sur RT sur dt égale d de delta RH0 sur R sur dt, 1 sur t, moins delta RH0 sur R, que multiplie 1 sur T2, égale delta R Cp sur R, 1 sur T, moins delta R H0 sur RT carré. Et on va tout reprendre sur la diapo suivante. Donc cela nous amène avec delta R S0 à ceci. Et d de delta R H0 sur dt égale delta R Cp, comme ceci. Et donc intégré dans moins d de ln de k sur dt égale tout ça. Je vous le laisse lire parce que si je vous le lis, ça risque de vous perturber plus que ça ne va vous avancer. Et donc ils viennent d de ln de k0 sur dt égale delta RH0 sur RT carré. Voilà l'expression la plus importante.